Bonjour et bienvenue, vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrée à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Pirambeau, ancienne correspondante de presse à l'étranger, traductrice et rédactrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Paris avec la réalisatrice de documentaires Barbara Nessek. Spécialisée dans l'histoire allemande et plus particulièrement dans l'histoire du nazisme, elle a réalisé plusieurs films sur ce sujet, comme par exemple Le nazisme, une histoire autrichienne, Les résistants de Mauthausen, À la recherche du Schindler polonais, ou bien encore Les femmes du Troisième Reich. Barbara Nessek vient de réaliser un film intitulé La Shoah des ghettos, où elle explique comment plus de 1200 ghettos disséminés entre la Pologne et l'ex-Union soviétique ont servi d'antichambre des camps de la mort. Sélectionné au Festival du documentaire de Biarritz, son documentaire est visible sur la plateforme Arte TV jusqu'en août prochain. Mais laissons Barbara Nessek nous parler de son film. La Shoah des ghettos, ce n'était pas mon idée. À la base, c'est un producteur qui m'a contacté, qui connaît ma filmographie et qui avait envie donc de produire un film sur l'histoire des ghettos. Ce qui était une excellente idée parce que finalement, on se rend compte que autant il y a beaucoup de films, bien sûr, et à juste titre, sur les camps de concentration, sur les camps d'extermination, sur cette partie-là de la Shoah, mais il y a relativement peu de choses sur les ghettos, qui étaient en quelque sorte l'antichambre de la mort, l'antichambre de ces centres de mise à mort. Et nous avons bien sûr le film Le pianiste de Roman Polanski, qui a familiarisé un grand public avec le ghetto de Varsovie, qui était le plus grand. Mais à part ça, en termes de documentaire, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, il n'y a jamais eu de film qui traiterait ce phénomène dans sa globalité. Et c'était ça justement l'objectif de ce projet, c'était de parler des ghettos dans leur ensemble, c'est-à-dire expliquer la manière dont ils ont été mis en place, les raisons bien sûr, donc la perspective allemande, de s'intéresser bien sûr dans la vie, à la vie des personnes qui étaient enfermées dans ce ghetto, et ensuite à la fin des ghettos qui était leur liquidation et la déportation des personnes dans les centres de mise à mort. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on a comblé une sorte de lacune dans dans l'historiographie documentaire en tout cas. Et même j'ai envie de dire dans les publications que j'ai pu consulter sur ce sujet, alors il y a beaucoup de publications sur des ghettos en particulier, donc Varsovie encore une fois, Łódź, d'autres ghettos, Cracovie. Bien sûr, il y a eu des historiens qui ont écrit des ouvrages remarquables sur ces thèmes-là. Beaucoup d'historiens polonais aussi. Et des ouvrages qui peut-être n'ont pas été traduits ni en anglais ni en français, donc moins connus en Europe occidentale, si on veut. Mais pour ce qui est des ouvrages plus généralistes, là, on a plutôt des encyclopédies qui font tout de suite 4000 pages, et donc qui ne sont pas vraiment accessibles à un grand public. Mais ça me semblait quand même important de raconter ce phénomène et de raconter ce que les Juifs ont vécu dans ces ghettos. D'accord. Et c'était justement le sujet de ma deuxième question. Votre film révèle un aspect inédit de l'Holocauste. D'après votre documentaire, les ghettos auraient été une mesure temporaire avant la solution finale, une sorte de prison à ciel ouvert qui était l'antichambre des camps de la mort. Pouvez-vous nous expliquer à quoi ressemblait la vie dans ces ghettos, où étaient-ils situés et combien il y en avait? Alors on pense aujourd'hui qu'il y a eu 1200 ghettos. Alors ça va du ghetto de Varsovie, dans lequel étaient enfermés jusqu'à 450 000 personnes, c'est-à-dire plus de juifs qu'en Belgique et France réunis, jusqu'au plus petit des ghettos, qui était un ghetto donc en Union soviétique qui s'appelait Obol, où il y avait 10 personnes. Donc les ghettos étaient très très différents, c'est-à-dire que comme il n'y avait pas de politique unifiée dictée par Berlin sur la manière de gérer les ghettos, les gouverneurs locaux en fait décidaient déjà si oui ou non ils voulaient mettre en place un ghetto et comment ils allaient le gérer. Si ce ghetto il allait être vraiment isolé du reste par des barbelés ou par des murs, ou si ce ghetto, ce qui était souvent le cas dans les campagnes, allait consister à se composer de
quelques maisons et des limitations de déplacement à quelques rues. Donc c'est ce qu'on a fait souvent dans les campagnes. Donc il y avait un peu plus de liberté de mouvement pour les gens qui y étaient. Et ces ghettos, donc dans les grandes villes, étaient surtout mis en place dans les quartiers les plus pauvres, les plus délabrés. Et donc on délogeait les gens qui y habitaient et on demandait aux Juifs de trouver une place là-dedans. Alors les personnes qui géraient ces déplacements et qui ensuite géraient la vie dans les ghettos étaient aussi nommées par les Allemands. Et c'était les conseils juifs, donc les Judenrat en allemand. Et donc ce sont eux qui devaient gérer les ghettos et la relation entre le ghetto et l'occupant, donc les Allemands. Et la vie dans le ghetto, en fait, dans la mesure où ces gens qui arrivaient dans le ghetto, qui devaient donc laisser beaucoup de choses aussi à l'extérieur, parce qu'ils ne pouvaient pas tout emmener, les biens étaient confisqués, ils n'avaient pas droit, enfin ils avaient droit à un certain nombre de choses qu'ils pouvaient emmener avec eux, ils laissaient toute leur existence derrière eux, ils devaient reconstruire en quelque sorte une vie qu'ils espéraient être la plus normale possible. C'est-à-dire que ce qui est fascinant de constater, c'est que ces ghettos, les grands en tout cas, ont eu une administration qui gérait des services de santé, des écoles, qui gérait un système de justice, il y avait des tribunaux, il y avait aussi des prisons, qui gérait bien sûr aussi l'approvisionnement qui dépendait beaucoup des Allemands aussi bien sûr, mais l'idée c'était quand même que les gens vivent le plus normalement possible, ce qui était un leurre parce que bien sûr, étant donné que ces ghettos dépendaient du bon vouloir des Allemands, des nazis, en termes d'approvisionnement déjà, pas très vite, voilà, ils se sont rendus compte que c'était pas possible de mener une vie normale dans ces conditions-là. Mais c'était toujours ce qu'on voit, et je pense que c'était aussi un peu l'espoir que tout le monde nourrissait, ou peut-être que c'était aussi une stratégie de survie, de se dire, on va continuer à faire des pièces de théâtre, on va continuer à aller à l'école, on va continuer à se marier, on va continuer à avoir des enfants, tout ça pour continuer à vivre et pour pouvoir se projeter aussi dans un avenir. Donc quand on apprend par exemple que dans les écoles on enseignait l'hébreu aux enfants pour une future vie en Palestine, voilà, c'est un indicateur pour montrer à quel point cet espoir était fort, nécessaire aussi sûrement. Et ça ne vous paraît pas un peu contradictoire? D'un côté, les Allemands utilisaient les ghettos comme un lieu de rassemblement, comme une étape avant d'envoyer les Juifs dans les camps de concentration, et d'un autre côté, ils laissaient faire les gens vivre leur vie normalement, entre guillemets, en créant une sorte de société parallèle. Alors la société parallèle, c'est vraiment les Juifs dans le ghetto qui l'ont créée. Les Allemands n'allaient pas trop dans le ghetto, c'est pour ça qu'ils avaient les conseillers juifs qui, eux, géraient tout ce qui se passait à l'intérieur du ghetto. Il faut dire aussi que les Allemands, au tout début, quand ces ghettos ont été créés, n'avaient pas encore de projet d'extermination systématique de masse, comme ça a été ensuite le cas à partir de 42. Mais ces premiers ghettos qui voient le jour à partir de 39 étaient vraiment nés dans l'urgence, parce qu'au départ, l'idée folle des Allemands, c'était de déplacer les Juifs et de les envoyer soit dans une réserve qui devait être mise en place en Pologne, prévue pour 1 million de personnes, soit à Madagascar aussi, donc colonie française, donc après l'armistice. Mais tous ces projets-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas les réaliser. Déjà, on pouvait pas envoyer des bateaux à Madagascar parce que les océans étaient contrôlés par les Britanniques, voilà, qui n'auraient pas laissé passer des bateaux allemands. Et une fois qu'on s'est rendu compte de ça, et que l'envie, bien sûr, idéologique, raciste, persistait, d'isoler la population locale ou allemande de ces juifs, on s'est dit, on va les enfermer. Donc c'est presque un hasard terrible de l'histoire, ces ghettos. Et comme ça restait le moyen le plus simple finalement, ces ghettos ont vu le jour un peu partout sur les territoires occupés. Donc un premier grand ghetto à Lodz, qui était donc Lodz, c'est un peu particulier parce que c'était une ville qui se situait sur le territoire que les Allemands annexaient au Reich. Le reste de la Pologne était occupé et une troisième partie était ensuite occupée par les soviétiques suite au pacte entre Staline et Hitler de 39. Donc comme Lodz était sur un territoire qui était devenu allemand, c'était la première urgence, c'était de rendre Lodz judenfrei, donc libérer des juifs. Et après,
Et donc là, il y avait déjà cette idée d'envoyer les Juifs de Lodz dans le gouvernement général, donc dans la Pologne occupée, ce qui restait de la Pologne. Sauf que le gouverneur Hans Frank ne voulait pas plus de Juifs parce que il y en avait déjà beaucoup en Pologne. Il y avait quand même entre 2 et 3 millions de Juifs, 3 millions de Juifs en Pologne à cette époque-là. Bon, bah, c'est comme ça que le ghetto est né, pour isoler les Juifs du reste de la population. Et combien de Juifs ont été parqués dans ces ghettos? Alors, en tout, on estime que 60% des Juifs de cette période-là ont vécu dans un ghetto, à un moment. Les Juifs d'Europe, même. Donc, surtout les Juifs de l'Est, parce que les Juifs occidentaux, ben, après, certains, donc les Allemands, à partir de fin 41, quand la solution finale était décidée, on les a déportés aussi dans les ghettos de l'Est, les Juifs allemands et autrichiens et tchèques, mais les Juifs français, par exemple, ont été directement déportés via Drancy dans les camps d'extermination. Et c'est peut-être pour ça aussi que le sujet finalement en France est un peu moins connu, c'est qu'il n'y a pas d'expérience française dans le ghetto. D'accord. D'après ce que j'ai retenu de votre documentaire, ils étaient principalement situés en Pologne? Alors oui, 600 ghettos environ en Pologne occupée, et donc la partie annexée par l'Allemagne nazie, et puis 600 autres ghettos qui ont été créés après en Union soviétique, après l'invasion Barbarossa, donc à partir de 41, qui étaient des ghettos qui étaient déjà d'une facture différente, parce que à partir de 41, quand les nazis décident d'envahir l'Union soviétique, la politique anti-juive devient plus radicale, c'est-à-dire qu'on commence à tuer les juifs sur place, ce qu'on a appelé la Shoah par balle, et bah c'est ceux qui restent en fait qu'on enferme dans les ghettos après, pour diverses raisons. C'est parce que cyniquement on n'a pas eu le temps de les tuer, donc raison horrible, mais aussi parce qu'on veut les faire travailler. Et parce que ces ghettos, faut pas oublier aussi que c'était des lieux où on exploitait la force de travail des juifs. Il y avait de véritables usines là-dedans, et ce qui a fait aussi que les juifs ensuite ont misé tout sur le travail en se disant, si on devient indispensable aux Allemands, on aura peut-être une chance de survivre. D'accord. 1200 ghettos, c'est un chiffre qui paraît énorme. D'où tenez-vous ce chiffre? Alors, je le tiens de publications scientifiques, voilà, des chercheurs qui ont travaillé sur la question. Voilà. Alors, pour collecter toutes ces informations qui sont dans votre documentaire, vous êtes basé sur des archives, sur des recherches, j'imagine, de chercheurs. Quelles ont été vos sources? Alors, donc, j'ai bien sûr lu énormément de choses. J'ai discuté avec des historiens. J'avais un conseiller historique, Tal Brutmann, qui est un des spécialistes du nazisme, de la Shoah en France, qui vient d'ailleurs aussi publier un livre sur les photos d'Auschwitz, sur une analyse de photos qui ont été prises à Auschwitz avec un collègue allemand. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît très, très bien cette période. Et donc il y avait des ghettos incontournables en quelque sorte pour un film qui se veut généraliste. Bien sûr le ghetto de Varsovie parce que c'est le plus grand, le ghetto de Lodz parce que c'est le premier et le dernier à avoir été liquidé. Et puis le choix des ghettos était aussi orienté par la disponibilité de matériel visuel, parce qu'il faut quand même, voilà, pour un film avoir des photos, des films, et par les témoignages disponibles. Et c'est là où on se rend compte que par exemple sur les ghettos de campagne, qui étaient très très nombreux, hein, dans les petites villes, bah, c'est là où on manque un peu de sources. Et ça, c'est un domaine de recherche relativement récent. Donc je l'aborde aussi dans le film, mais ça fait finalement assez peu de temps que les historiens se penchent sur le phénomène des petits ghettos. Et là où ils ont du mal, effectivement, c'est de trouver des témoignages, des documents pour pouvoir l'étudier. Donc vous avez eu accès à des archives qui n'ont jamais été divulguées jusqu'à maintenant? Qui n'ont jamais été divulguées jusqu'à maintenant. Peut-être... Non, je dirais pas ça. C'est-à-dire qu'il y a les choses sont accessibles ou disponibles, mais je suis peut-être partie des premières personnes à les exhumer et à les mettre à disposition d'un plus grand public. Après, l'avantage, c'est effectivement que je peux aussi faire profiter de publications qui n'ont pas été traduites, de témoignages qui n'existent qu'en polonais, par exemple, que moi je peux traduire et insérer dans le film. Voilà, j'ai des origines polonaises de par mes parents,
et ça aide. Et pouvez-vous nous parler du quotidien de ces hommes et de ces femmes qui étaient entassés les uns sur les autres, parqués comme du bétail, avec des classes sociales différentes, des coutumes ou des langues différentes? Vous dites qu'il y avait même une inversion des rôles de ces classes, que c'était un endroit où régnaient d'autres lois. Pouvez-vous nous parler de ce quotidien? Oui, alors donc comme j'ai déjà dit, donc l'objectif ou la prétention de ces personnes était de vivre le plus normalement possible, ce qui n'était pas possible parce que tout le monde avait faim déjà. Donc l'approvisionnement du ghetto dépendait des Allemands officiellement qui eux amenaient de la nourriture, mais qui était largement insuffisante quand elle n'était pas avariée déjà. Voilà, c'était largement insuffisant pour pouvoir nourrir toute la population. Donc les gens, ils ont mis en place d'autres initiatives comme voilà il y a des gens qui dans le ghetto de Lodz par exemple, il y avait une partie rurale avec des champs, donc on a essayé de cultiver ces champs pour avoir plus de nourriture. À Varsovie, qui était un ghetto qui était vraiment en plein milieu de la ville, les gens ils avaient gardé les contacts avec l'extérieur. Donc il y a un système de contrebande vraiment très très important qui s'est développé. Donc il y avait quand même beaucoup d'activités qui tournaient autour du fait de se procurer de la nourriture, de se procurer des vivres. Donc ça c'était quand même la préoccupation principale. Donc les enfants quand ils allaient à l'école ils avaient droit à une ration de soupe supplémentaire, et en dehors de ça oui les gens continuaient à les enfants par exemple à aller à l'école. J'ai en mémoire le journal intime d'un lycéen donc qui écrit entre 17 et 19 ans jusqu'à son décès en fait dans le ghetto de Lodz, qui écrit tous les jours, et ses témoignages sont toujours un petit peu structurés de la même manière, c'est-à-dire qu'il va écrire comme un écolier appliqué. Il va dire aujourd'hui nous avons eu un contrôle de français, je crois que je vais avoir une bonne note, c'était très intéressant, avec les copains on a fait telle et telle chose, et à un moment toujours dans ces témoignages, parce que tous les jours il parle de cette faim, il dit ah, heureusement que j'ai cette deuxième assiette de soupe à l'école, je ne sais pas comment je ferai. Voilà, aujourd'hui un de nos copains de classe est mort, c'est déjà le troisième, donc il y a cette normalité, mais voilà, cette référence à la faim, aux conditions vraiment très difficiles de vie dans le ghetto, ça nous ramène toujours à ça aussi. Et puisque vous parlez de l'inversion des rôles, oui, donc cette faim, enfin ce manque d'approvisionnement qui rend la vie normale impossible, mène effectivement à l'inversion des rôles au sein des familles où les hommes ne peuvent plus travailler parce qu'ils ont été coupés de leur vie d'avant. Ce sont les femmes qui vont devenir un peu euh, les chefs de famille, qui vont essayer de se débrouiller pour trouver de la nourriture, et aussi beaucoup les enfants, notamment dans le ghetto de Varsovie, parce que les enfants se faufilent et quand je dis enfants, c'est vraiment des enfants de 5-6 ans qui vont se faufiler dans les trous qui existent dans les murs pour pouvoir amener de la nourriture de l'extérieur. Donc souvent ce sont eux qui vont nourrir leur famille. Donc ils deviennent les parents de leurs propres parents. Donc c'est toute la perversité du système nazi, voilà, du système que les nazis ont imposé à ces gens-là. Et vous parlez aussi d'une sorte de contrebande, mais comment fait-on pour faire de la contrebande quand on n'a rien? Alors, c'est pas que les personnes n'avaient rien. Enfin, disons que beaucoup de gens, quand ils sont rentrés dans le ghetto, ils ont bien sûr essayé de ramener des objets précieux, cachés, ou voilà, qui pouvaient après leur servir pour acheter de la nourriture. Donc c'est comme ça que ça se faisait. Et les Allemands, d'ailleurs, à Lodz, ils le savaient, et ils ont par moments arrêté totalement les maigres livraisons de nourriture pour encore pouvoir extorquer vraiment les derniers biens aux Juifs qui étaient dans le ghetto pour voilà, pour être sûr qu'ils ont vraiment tout raflé. D'accord. Et vous parlez aussi du rôle des conseils juifs dans les ghettos. Est-ce que c'était un organe qui était plutôt destiné à aider les Allemands ou à aider les Juifs qui vivaient dans le ghetto? C'est quand même un organe très particulier. Oui, c'est très particulier parce qu'effectivement, ils se situent entre les deux, c'est-à-dire que leur objectif est d'organiser, de faciliter la vie des Juifs dans le ghetto, et en même temps, il faut qu'ils composent avec les exigences de l'occupant qui
Donc il va falloir qu'ils négocient des meilleures rations de nourriture. Euh, ils, et c'est surtout au moment des déportations, en fait, de liquidation du ghetto, où ce rôle entre les deux devient intenable parce que les Allemands, bah, tout d'un coup, ils vont demander au Judenrat, au Conseil juif, de livrer un certain contingent de personnes à déporter tous les jours. Et à ce moment-là, il devient déjà clair, sans qu'on ait forcément les détails, que ces gens vont à leur mort. C'est là où les présidents du Judenrat prennent des décisions très très différentes en fonction des ghettos. Les uns refusent, donc ils sont déportés eux-mêmes. Il y en a qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à prendre cette décision, comme le président du ghetto du Judenrat, du ghetto de Varsovie. Il y en a qui jouent le rôle, qui jouent, pardon, le jeu, de manière assez, on pourrait dire presque cynique aussi, parce qu'en disant, bon, on va essayer de garder les meilleurs éléments, les gens en bonne santé, ou, je ne sais pas, les intellectuels, les écrivains, donc ils vont commencer par livrer des malades à déporter, les prisonniers qui sont dans les prisons des ghettos. Mais bon, voilà, c'est au bout d'un moment, bon, ça c'était le cas dans le ghetto de Lodz, les Allemands vont vouloir déporter tout le monde. Donc ils vont demander à ce qu'on leur livre les enfants de moins de 10 ans. Et voilà, donc c'est là qu'a lieu un épisode vraiment dramatique dans le ghetto où le président du Judenrat est obligé de dire aux parents, il faut livrer les enfants pour que les autres puissent survivre. Donc, évidemment, ça s'est pas fait, ça s'est fait dans la douleur et dans le drame, et c'est même les soldats allemands, ils ont dû rentrer dans le ghetto pour obliger les parents à livrer leurs enfants. Parce que c'est la police juive qui était aussi sous la responsabilité du conseil juif qui devait s'en occuper. Donc un autre organe aussi qui est très contesté, parce que la police juive avait pour devoir de maintenir l'ordre. Elle avait aussi des privilèges du fait d'avoir cette position privilégiée, mais la police juive était logée à la même enseigne que les autres, c'est-à-dire les policiers juifs, s'ils obligeaient certains parents à livrer leurs enfants, c'était aussi pour sauver leurs propres enfants. Et ce qui est dramatique, c'est qu'au final, tout le monde a fini par être déporté. Aussi ce président du Judenrat de Lodz, Haïm Rumkowski, qui a essayé de jouer ce double jeu jusqu'à la fin. Oui, et ils ont mis les gens dans des situations intenables, insupportables. Oui, absolument. Et est-ce que vous savez s'il y a eu des survivants de ces ghettos, s'il y a eu des fuites? Oui, il y a eu des fuites, il y a eu des gens qui se sont enfuis des ghettos, mais après le problème c'était aussi que une fois que les gens sortent du ghetto, où aller sans moyens. Puis en plus, il y avait quand même aussi un danger de dénonciation. C'est-à-dire que les gens, par exemple, à Varsovie, les juifs du ghetto de Varsovie, c'était des habitants de Varsovie. C'est-à-dire que quand ils sortaient du ghetto, ils pouvaient être repérés par quelqu'un qui les connaissait et dénoncés aussi. Les Allemands encourageaient ces dénonciations. Il y a aussi des histoires dramatiques qui se sont passées après les premières liquidations en 42, par exemple des ghettos de campagne, où les familles qui ont réussi à survivre ont décidé de se cacher dans les forêts, mais il y a des paysans polonais qui ont organisé de vraies battues pour retrouver ces gens, et il y a un certain nombre d'entre eux, de ces familles, qui finalement ont décidé de retourner vivre dans le ghetto, en se disant, on a peut-être plus de chances de survivre dans le ghetto, parce qu'on ne sait pas encore ce que les Allemands vont faire, et si on reste dans la forêt, on a de fortes chances de se faire tuer par des paysans. Voilà. Après, il y a aussi eu des histoires très héroïques de sauvetage de juifs qui étaient dans le ghetto. Je pense notamment à l'histoire d'Irena Sendler, qui était une travailleuse sociale polonaise, qui a réussi à sauver environ, on pense que c'est 500 enfants qu'elle a exfiltrés du ghetto de Varsovie pour les placer dans des familles catholiques polonaises. Donc il y a eu ça aussi, bien sûr. Mais c'est des moments, des situations tellement extrêmes que ça révèle le meilleur et le pire aussi chez les gens. Et pour sortir du ghetto, en vrai, il suffisait d'enlever l'étoile. Et après, c'était toujours un risque. Et il y a aussi des histoires d'émissaires, en fait, de personnes, de juifs qui habitaient dans le ghetto, qui sortaient du ghetto clandestinement, et qui faisaient même le lien entre certains ghettos. C'était pas si hermétiquement fermé que ça, mais c'était toujours un risque, bien sûr. Mais alors vous avez peut-être eu l'occasion d'interviewer des rescapés de ces ghettos,
Est-ce qu'il y a eu des survivants d'abord ou est-ce qu'ils sont tous partis dans ces camps? Alors, il y en a beaucoup qui sont évidemment qui ont été déportés. Donc, en fait, souvent, les survivants des ghettos sont aussi les survivants des camps. Mais après, oui, s'il y a eu des survivants des ghettos aussi qui se sont cachés, qui ont réussi à se cacher pendant les dernières rafles en 44, par exemple dans le ghetto de Lodz. Alors, moi, il y a il y a des gens qui ont réussi à s'extraire du ghetto pour après survivre, vivre clandestinement dans des familles polonaises. Roman Polanski, c'est un exemple. Alors moi, personnellement, je n'ai pas parlé avec des survivants du ghetto. Et là, l'idée de ce film, c'était volontairement de ne pas en chercher pour les interviewer. D'abord, il y en a très très peu, puis les survivants sont âgés aujourd'hui et ont connu le ghetto, surtout enfants. Et comme il y a énormément d'écrits quand même qui ont survécu à la guerre des habitants du ghetto, voilà, le pari c'était vraiment de faire parler ces écrits, cette parole en fait immédiate, parce que ce sont des choses qui souvent étaient écrites au jour le jour dans le ghetto et qui, c'était le pari, vont du coup transmettre cette ambiance qui pouvait y régner aussi. Donc c'était plutôt ça. Et c'est vraiment incroyable en fait quand on voit la masse d'écrits, de journaux intimes, de chroniques qui existaient, où on sent, et ça a été dit par certains, que l'écriture était vraiment une sorte d'échappatoire. Donc pour certains aussi, un moyen de laisser des témoignages, une trace à la postérité. Mais quand même aussi cette vertu cathartique voilà, de l'écriture. Donc, Et dans les premières images de votre documentaire, vous montrez tous ces documents qui sont cachés dans un souterrain. Dans tous les ghettos, ils ont mis leurs témoignages dans une cachette? non, non, pas du tout. Alors là, c'est des écrits très particuliers, c'est-à-dire que là, ce qu'on voit dans le film, donc effectivement, ce sont des gens qui sortent des boîtes en métal assez abîmées, des gravats de Varsovie, enfin là où il y avait le ghetto à l'époque. Et là, en fait, ce qu'on a, ce sont les archives d'une association, d'une organisation qui s'appelait Onek Shabbat, qui était créée par un historien juif qui était dans le ghetto de Varsovie et qui très vite s'est rendu compte que cette expérience du ghetto pour les juifs était quelque chose d'unique dans l'histoire et qu'il fallait en rendre compte. Donc vraiment une démarche d'historien. Donc il a assemblé des gens autour de lui, des écrivains, des journalistes, qui écrivaient déjà de leur côté leurs journaux intimes, mais qui après étaient mandatés pour faire de véritables reportages dans différentes parties du ghetto sur presque sur tous les aspects de la vie. C'est-à-dire, il y a des reportages sur les femmes dans le ghetto, des reportages sur les enfants. Il y a un homme qui était facteur dans le ghetto. C'était son travail dans le ghetto. Et en tant que facteur, il circulait beaucoup dans le ghetto. Donc il rencontrait des gens très très différents. Donc il a fait des reportages par exemple sur ce qu'on appelle les réfugiés, c'est-à-dire tous les nouveaux arrivants dans le ghetto, c'est-à-dire les juifs qui étaient chassés de leur village des environs et qu'on parquait en plus dans le ghetto de Varsovie. Donc ça c'était vraiment un projet de documentation qui était vraiment énorme. Aujourd'hui je crois que donc tous ces documents qui ont été retrouvés ont été transcrits. Je crois qu'on a 35 000 pages d'écrits, voilà. Et au moment de la liquidation du ghetto de Varsovie, donc en juillet 42, ces personnes ont réussi à cacher les documents. Donc c'était des documents tapés à la machine, c'était des documents manuscrits, ça pouvait être des dessins d'enfants aussi, ça pouvait être des documents officiels. Donc ils les ont enfouis en fait. Ils les ont enfouis, ça s'est passé en deux parties, donc dans ces boîtes en métal, mais aussi dans des espèces de bidons à lait, voilà, dans un deuxième temps. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on les ait retrouvés après la guerre. Parce que de ce groupe-là, il y a eu 3 survivants, et qui sont revenus après sur les lieux, et qui, même dans les gravats, ont réussi à déterminer à peu près l'endroit, et c'est là que ces documents ont été retrouvés. Wow. Oui. Tout est extraordinaire dans cette histoire, et on va d'une anecdote horrifiante, terrifiante à une autre, mais aussi des histoires incroyables et belles et qui inspirent aussi l'espoir et qui témoignent d'une volonté de survivre. C'est dans les petites choses que j'ai déjà évoquées. C'est le fait d'organiser des pièces de théâtre, c'est le fait de donner des cours d'hébreu, des cours d'agriculture pour une future vie en Palestine. C'est des témoignages de jeunes filles qui disent je bronze sur le toit, voilà, parce que j'ai l'impression d'être au bord de mer. C'est les élèves qui continuent à travailler à l'école alors qu'ils sont fins, qu'ils ont faim alors qu'ils sont affaiblis.
Oui, c'est la capacité, même dans cette situation extrêmement difficile, de se projeter dans un avenir. Mais en même temps, vous dites que ces personnes qui vivaient dans le ghetto voyaient aussi des choses tellement horribles, hein, qu'elles se protégeaient émotionnellement et qu'elles étaient devenues en quelque sorte immunes à ces horreurs. Oui, oui, alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à s'imaginer aujourd'hui, c'est vrai. On voit sur ces images des choses horribles, oui, des gens qui, dans les rues, il y avait des cadavres. Donc c'est devenu une vision quotidienne. Après, comment on fait pour faire abstraction de ça mais je pense que tout le monde était tellement accaparé par le besoin et l'idée de se procurer de la nourriture, de survivre soi-même. Il y avait pourtant dans le ghetto aussi des initiatives sociales qui étaient mises en place par les conseils juifs, des soupes populaires, des choses comme ça, avec les moyens du bord. Ce qui est assez surprenant aussi, c'est que donc ce groupe de journalistes et écrivains autour d'Emmanuel Ringelblum, qui avait donc ce projet de documentation, ils écrivaient aussi un journal pour les habitants du ghetto. Et là, malgré la situation difficile, malgré le fait qu'ils devaient savoir que c'était pas évident pour le Judenrat de faire fonctionner les soupes populaires, de s'occuper de tout le monde, de s'occuper des enfants orphelins, ils avaient des mots très très durs contre l'administration. Un peu comme aujourd'hui, quand on critique le gouvernement, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était le même, oui, il y avait une forme de liberté de parole quand même à l'intérieur du ghetto qui est assez étonnante. Donc ils prennent pas de gants avec le Judenrat qui pourtant lui lutte avec ses propres difficultés et situations. Et aujourd'hui, plus de traces de ces ghettos? Alors s'il y a des traces de ces ghettos, parce que voilà, les ghettos c'était des bâtiments qu'on a récupérés pour en faire des ghettos. Donc, à partir du moment où ces bâtiments ont survécu à la guerre, bah, ils existent encore aujourd'hui et ils sont habités par d'autres personnes. Sauf évidemment le cas de Varsovie, la ville qui a été rasée à 85% par les nazis. Donc, déjà, le ghetto en 43 après le soulèvement. Les nazis ont décidé de raser ce quartier totalement. Et après, il y a eu le soulèvement de la ville de Varsovie en 44. Et suite à son écrasement, bon, Hitler a dit on rase Varsovie. Donc la ville a été détruite totalement. Alors il subsiste quelques bouts de murs de, du ghetto qui sont peut-être même pas tout à fait authentiques. C'est-à-dire que on sait que c'est des bouts de murs. Certains on les a reconstruits, mais il reste vraiment très très peu de choses du fait que la ville a été reconstruite, détruite pardon, totalement et reconstruite à neuf. Après, ce qui est impressionnant donc si on s'intéresse à ce sujet, c'est donc le terrain de l'ancien ghetto de Lodz. Là, on a encore de la substance. C'est vraiment les anciens bâtiments ont survécu. Il y a des plaques commémoratives sur les bâtiments, donc on peut savoir aujourd'hui où se trouvait le siège du Judenrat, où se trouvait l'hôpital, où se trouvaient les bureaux qui géraient, je ne sais pas, l'approvisionnement ou les finances. Donc ça c'est quand même, et comme c'est de la vieille substance, on peut avoir une petite idée, on peut se projeter un petit peu. Donc c'est vraiment intéressant d'y aller. Si on compare avec les photos aussi, on reconnaît quand même les rues, on reconnaît, il y a une église catholique qui s'est trouvée être sur le terrain du ghetto, donc elle existe aussi. Donc si on compare avec les photos de l'époque, on retrouve quand même encore le ghetto. Il y a Vilnius, je crois que ça a été bien préservé aussi, je n'y suis pas allée. Mais oui, c'est des bâtiments. Et aujourd'hui, ils sont habités par d'autres personnes, bien sûr. Est-ce qu'il y a des plaques commémoratives? Parce que 1200 ghettos, c'est quand même énorme. Est-ce que là où ils étaient situés, il y avait une plaque? Ou alors un Stolperstein? Bah, à Varsovie, oui, il y a des panneaux. Enfin, par exemple, on vous indique où était l'ancien Umschlagplatz. Alors, c'était le nom de la place où on rassemblait les juifs qu'on déportait ensuite. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne ressemble pas à grand-chose parce qu'il y a d'autres bâtiments. Enfin, c'est très difficile d'inscrire vraiment la mémoire dans cette ville parce qu'elle elle a été reconstruite voilà sur des gravats. À Lodz, comme je vous disais, sur les bâtiments, donc il y avait une importance pour le ghetto. Il y a des plaques. Donc vous pouvez vraiment vous balader dans ce quartier en suivant les traces, oui, des gens qui y ont vécu. Et pour d'autres villes, je ne sais pas trop. Et vous avez mis combien de temps pour réaliser ce documentaire? Euh, Alors en tout et pour tout avec la documentation, peut-être un an et demi, oui.
D'accord. Et est-ce que vous avez un autre documentaire en vue sur le sujet ou alors vous vous octroyez une pause? Non, je vais enchaîner avec d'autres films qui sont effectivement toujours un peu liés à cette période. Là, par exemple, je travaille sur un documentaire euh, qui euh, qui a pour objet un album photo SS, donc créé par un SS dans les années 30-40, et qui a été retrouvé très récemment par un historien allemand, euh, presque par hasard. Et donc cet historien, il identifie les photos qui sont collées un peu dans le désordre, qui sont sans légende, donc sans annotation. Donc il identifie les photos et il en a identifié une grande partie déjà, et en fait il s'est rendu compte que c'est des photos qui ont été donc prises par un SS, mais que beaucoup de photos racontent l'histoire des SS avant la prise de pouvoir, avant les SS vraiment. Et cet album met aussi en scène un camp de concentration de la première heure que le grand public connaît pas, qui s'appelle Lichtenburg en Allemagne, et ça permettra aussi de faire connaître en fait un nouvel aspect de l'histoire du nazisme et des SS grâce à ces photos. Donc en fait, on pense souvent que tout a déjà été dit, mais à fur et à mesure, il y a quand même toujours des nouveaux documents qui arrivent, que ce soit des écrits ou des photos qu'il faut réanalyser et puis qui ajoutent un peu une pierre à l'édifice, qui même permettront de réécrire certains pans de l'histoire. Je vous remercie beaucoup, Barbara Nessek, pour cette interview et je recommande vivement aux auditeurs de ce podcast de regarder ce documentaire qui est actuellement en diffusion sur la plateforme Arte TV jusqu'en août prochain. Merci beaucoup, Barbara. Merci, Isabelle. Ce podcast a entièrement été réalisé par Isabelle Birambeau. Je remercie Barbara Nessek pour le temps qu'elle m'a accordé pour cette interview.